Donc là, on change un peu de registre. Donc, on revient un peu à la néonatologie, et prise en charge initiale du nouveau-né. Et j'ai choisi un peu de parler des accidents vasculaires cérébro-artériels ischémiques de la période néonatale, parce que pour avoir un peu partager avec vous ces recommandations récentes que nous avons établies au niveau de la Société française de néonatologie par un groupe de travail de tout horizon, des neuropédiatres, des pédiatres, des néonatologistes, des médecins MPR, donc différents horizons pour pouvoir établir un consensus sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébro-artériels ischémiques du nouveau-né. Donc c'est un titre qui est un peu long parce que ça permet de différencier ces accidents vasculaires cérébro-artériels ischémiques des accidents cérébraux d'origine veineuse. Alors, c'est quoi ces AVC néonataux? On va maintenant les simplifier, à dire AVC néonataux. Elles sont dues, ces accidents vasculaires cérébraux sont dus à une interruption du débit sanguin cérébral au niveau d'une des principales artères cérébrales. Alors, l'origine, on ne la trouve pas souvent, d'où le problème effectivement de faire des investigations étiologiques. Ça peut être soit un embole, par exemple dans le cadre d'une cardiopathie congénitale ou après un Rashkin pour une transpose des gros vaisseaux, ou bien une thrombose de l'artère qui peut être transitoire, parce que même lorsqu'on fait des imageries vasculaires, on ne retrouve pas souvent ces thromboses. Ceci est à différencier des thromboses des sinus veineux, qui sont donc d'une thrombose d'une veine cérébrale majeure du sinus veineux. Donc, je ne parlerai que des AVC artériels. Effectivement, on a donc deux entités qui regroupent un peu ce qu'on appelle ce que les anglo-saxons appellent le stroke. Ça peut être les AVC donc artériels, ischémiques de la période néonatale, ou bien les thromboses des sinus veineux. C'est une pathologie, la thrombose des sinus veineux, qu'on voit beaucoup moins parce qu'il y a souvent des étiologies sous-jacentes comme une méningite, une déshydratation sévère et autres. Donc on les voit beaucoup moins, ou les asphyxies sévères, qu'actuellement. Donc ces strokes de la période néonatale, ces AVC de la période néonatale, quand même représentent une grande partie des AVC de l'enfant. Ici, vous avez les statistiques de l'IPSS, qui est l'International Pediatric Stroke Society, qui regroupe donc, c'est une société internationale, et les différents pays qui sont dans cette société s'engagent à d'inscrire dans le registre un peu les cas cliniques qu'ils ont eus. Donc vous voyez que les AVC de la période néonatale, c'est quasiment 72% des accidents vasculaires cérébraux chez l'enfant. Donc, comment on les définit? Ces AVC ischémiques néonataux peuvent survenir en période fétale, c'est la définition, elle part de la moitié de la gestation, 20e semaine, jusqu'à la fin de la période néonatale, qui est le 28e jour postnatal. Donc, ceci est quand même à différencier des AVC fœtaux qui sont diagnostiqués avant la naissance par l'imagerie fœtale ou les examens anatomopathologiques sur autopsie. Les AVC néonataux, qui est une autre entité, qui sont diagnostiqués entre la naissance et le 28e jour de vie. Et ce qu'on appelle les AVC néonataux dits présumés, mais non certains, c'est-à-dire vous avez en consultation un enfant qui présente une hémiparésie et vous faites une imagerie sur laquelle vous allez tomber sur un accident vasculaire cérébral. Alors, est-ce que c'est un vasculaire cérébral qui est survenu pendant la période néonatale telle qu'on l'a définie, ou bien est-ce que c'est un accident vasculaire cérébral qui est survenu plus tard? Et donc ça, c'est un point important parce que les investigations ne sont pas les mêmes. Donc, ces accidents vasculaires cérébraux ischémiques intéressent tous les grandes artères du cerveau, mais beaucoup plus spécifiquement, l'artère cérébrale moyenne. Vous voyez ici sur 100 enfants la localisation des AVC, quasiment 90% au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Ça peut être des localisations superficielles, c'est-à-dire que ce n'est pas un accident vasculaire profond qui atteint les noyaux gris centraux, qui reste superficiel, donc dans à peu près 70% des cas. Et pour des étiologies qu'on ne connaît pas exactement,
c'est souvent à gauche. Hein. C'est souvent des accidents vasculaires cérébro-ischémiques de l'artère sylvienne et survient souvent à gauche. Et assez souvent, heureusement, c'est superficiel, bien sûr, parce que le pronostic n'est pas le même si ce sont des AVC profonds. Donc, nous avons fait un groupe de travail la Société française de néonatologie pour essayer d'élaborer des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge de ces AVC néonataux. Et nous allons nous intéresser donc au diagnostic, le traitement et le suivi de ces enfants à partir de l'âge, disons, on n'a pas pris les AVC du grand prématuré, qui sont difficiles à mettre en évidence cliniquement. On reviendra un peu sur ça au moment de la discussion, parce que les convulsions sont beaucoup plus subtiles. Ce n'est pas comme chez un nouveau-né à terme ou proche du terme, où c'est beaucoup plus facile cliniquement déjà, sémiologiquement, d'évoquer le diagnostic. Donc les questions qu'on s'était posées, c'est quelle est l'épidémiologie, quelles sont les facteurs de risque de pourquoi un enfant fait un AVC, comment est-ce que ça se révèle en période néonatale, quelle imagerie il faut faire lorsque vous suspectez un AVC néonatal, faut-il faire un bilan thrombophilique, faut-il aller évaluer la coagulation, hein? Quand faut-il faire un EEG? Faut-il faire systématiquement un ECG? Faut-il faire une échocardiographie cardiaque et des vaisseaux du cou systématiquement chez ces enfants? Quel est le pronostic à moyen et à long terme? Et est-ce qu'il existe une prise en charge thérapeutique spécifique pour ces enfants? Alors, c'est une méta-analyse, enfin c'est une analyse systémique, ce n'est pas une méta-analyse de la littérature, et vous voyez, nous sommes partis sur à peu près 130 publications qui ont été référencées par PubMed, et nous n'avons sélectionné que 22 papiers qui pouvaient répondre à ces questions. Donc c'est un travail préliminaire qui était très important pour ne prendre que les évidences scientifiques les plus probantes. Donc, quelle est la prévalence de ces accidents? Globalement, on pense que ça intéresse de 6 à 17 pour 100 000 enfants vivants. Donc, vous voyez que, je ne sais pas combien vous avez comme nombre de naissances dans la région de Sfax, c'est pas très fréquent. Je sais qu'à Tours, nous drainons une région à peu près de 30 000 naissances. Nous avons à peu près une dizaine par an. Donc, ça représente effectivement la moitié des accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Donc, là encore, quand on prend le registre international des strokes, hein, vous voyez que ça va de la période néonatale jusqu'à l'âge de 15 ans. Ces accidents vasculaires ischémiques cérébraux de la période néonatale restent les plus fréquents. Ça représente à peu près 30% de ces accidents. Donc, toujours est-il aussi, le sexe masculin est aussi défavorisé, comme toujours en période néonatale et probablement plus tard, dans la majorité des études épidémiologiques, avec un sexe ratio de 1,6. Alors, probablement, le mâle sexe, probablement, et le sexe mâle plutôt, est défavorisé par probablement une plus grande susceptibilité des fœtus. Ça a été démontré par des études sur l'animal, notamment au dysfonctionnement placentaire. Ils sont plus lourds à la naissance que les filles, donc probablement on a encore des problèmes de présentation, d'accouchement, et le problème hormonal avec un effet probablement protecteur des œstrogènes. Donc, comment est-ce que maintenant, ces accidents vasculaires se manifestent cliniquement? Dans la majorité des cas, et là dans l'étude française sur 100 cas prospectifs qui ont été colligés, dans 91% des cas, vous voyez, c'est des convulsions toniques et cloniques, focalisées le plus souvent, c'est toujours un des membres qui convulse, dans 74% des cas. C'est des convulsions uniques dans 4 cas. Ça peut être plus de 3 crises dans la moitié des cas, ou un état de mal, lorsqu'on passe à côté, dans à peu près un tiers des cas. Ça peut aussi se manifester par d'autres manifestations autonomiques, telles que des apnées. Ça peut se manifester par des accidents d'hypotonie répétés, et là, faites un EEG ou une imagerie, on reviendra là-dessus. Et rétrospectivement, on peut bien sûr faire le diagnostic sur une hémiplégie. Donc, comment est-ce que
là, c'est dans une étude récente là, qui a été publiée par l'Institut international de la Ligue internationale de Ligue contre la lutte contre l'épilepsie, qui ont colligé à peu près plus de 125 enfants avec des vidéos EEG. Donc, tous ces enfants ont été lus par plusieurs interprétateurs, et ils ont vu que par rapport à l'asphyxie, vous voyez ici, vous avez l'asphyxie en haut, où les convulsions sont en majorité des convulsions électrographiques sans manifestation clinique. Dans l'accident vasculaire cérébral, vous voyez, c'est moitié-moitié. Dans 11 cas, c'est clonique, mais aussi on peut voir des manifestations électriques. Mais dans la majorité des cas, un accident vasculaire ischémique va se manifester par des convulsions cloniques, contrairement aux convulsions d'un enfant qui a une asphyxie, où c'est souvent des manifestations électrographiques, où on ne voit pas de manifestations cliniques. Alors, ces crises vont prédominer, mais ça c'est dû à la localisation du territoire sylvien gauche, du territoire sylvien, vont intéresser en priorité les membres et le visage. Vous vous rappelez de votre bonhomme, l'homunculus qui est allongé sur le cortex. Donc c'est les membres et le visage, peut-être des clignements, des mouvements au niveau des lèvres. Et par contre, il peut avoir des débordements à partir de la zone de pénombre de l'AVC. Alors, est-ce que les caractéristiques des convulsions, la durée, le temps de survenue de ces convulsions, peut cliniquement nous dire, ah ben tiens, c'est une asphyxie ou bien c'est un AVC. Dans l'enfant qui convulse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une asphyxie ou bien c'est une AVC? Ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin ce qu'on sait actuellement de la littérature, c'est que les convulsions dans les AVC sont plus tardives, sont significativement plus tardives. Le moment de survenue des convulsions est plus tardive dans les accidents vasculaires, dans les AVC, que dans l'asphyxie. Ici, vous voyez en moyenne à 22 heures pour les AVC et 5 heures pour les asphyxies, et que, comme je l'ai dit, la focalisation, les clonies focales sont plus fréquentes dans le cadre des AVC que dans le cadre des encéphalopathies hypoxo-ischémiques. Et là, dans une étude que nous venons de terminer, en comparant deux groupes, 39 enfants qui ont été admis dans le service avec un AVC et 207 enfants qui avaient une encéphalopathie hypoxo-ischémique, dont 84 étaient mis sous hypothermie. Dans le cadre des AVC, là encore, nous avons la survenue des convulsions et des alentours en médiane à 21 heures à peu près. Dans 40% des cas, c'est donc avant 12 heures. Et vous voyez que les convulsions dans l'encéphalopathie hypoxo-ischémique, la survenue en médiane est dans 7 heures à peu près. Donc, une fois qu'on a ces convulsions qui sont focales, des convulsions cloniques focales, vous avez suspecté sur l'historique, parce que assez souvent ces enfants, mais nous y reviendrons, non pas tellement d'anamnèse asphyxique comme dans le cas de l'encéphalopathie hypoxo-ischémique. On fait un EEG, et l'EEG va montrer une activité de fond qui est asymétrique. Ici, vous avez donc, et ensuite, vous voyez ici, on a les convulsions, et on a une activité donc, qui est asymétrique. Les crises sont courtes, c'est des crises courtes, mais qui se répètent, contrairement à l'encéphalopathie hypoxo-ischémique où les cours sont plus longs, et on peut avoir aussi des états de mal tout à fait convulsifs. Alors, est-ce que cet EEG que vous allez faire pour le diagnostic, est-ce qu'il a une valeur pronostique? Oui, il a une valeur pronostique. C'est le tracé de fond. C'est lorsqu'il y a des anomalies du tracé de fond qui persistent entre les crises, pourrait être associé à un moins bon pronostic moteur, mais vous voyez que le grade n'est pas excellent. Les grades de recommandation, c'est un grade C. Et est-ce qu'il faut faire un EEG de contrôle à distance de la période néonatale pour voir un peu comment l'EEG a évolué? Ça, là encore, c'est une recommandation d'experts. Ce n'est pas une recommandation basée sur la littérature, mais nous recommandons qu'un EEG de contrôle à distance de la période néonatale doit être proposé pour notamment évaluer le pronostic et aussi la prise en charge thérapeutique des convulsions. Alors, devant une suspicion d'un accident vasculaire cérébral ischémique, quand est-ce qu'il faut faire un EEG? Il faut faire le plus rapidement possible, et de préférence si vous avez une vidéo EEG. Je pense que c'est très important parce que, comme vous l'avez dit, dans beaucoup de cas, les convulsions peuvent être
électroencéphalographique sans manifestation clinique, notamment dans le cadre d'encéphalopathie hypoxo-ischémique. Et je pense qu'il est important d'avoir ces vidéos EEG lorsque vous suspectez un accident vasculaire ischémique. Et au moins, il faut avoir 30 à 1 heure d'enregistrement. Donc, quant à est-ce que cette vidéo EEG ou cette EEG doit être poursuivie, oui, je pense qu'il faut être poursuivi pour une durée de 24 heures. Lorsque les crises sont terminées, il faut continuer à poursuivre votre monitorage EEG pendant au moins 24 heures après la fin de la crise. Alors, quand traiter une crise convulsive, et ça va revenir, je ne me tarderai pas beaucoup sur cette question, parce que c'est une question qui va être abordée au niveau de l'atelier tout à l'heure. Donc, il y a des recommandations de durée, en sachant que ces recommandations de durée, ce sont des recommandations pratiques de l'OMS qui ne reposent sur aucun critère scientifique. Mais nous y reviendrons au moment de l'atelier. Alors, quel anticonvulsivant, là encore, je ne veux pas trop m'attarder, je pense que l'anticonvulsivant de premier abord qui va être utilisé reste le phénobarbital, parce que c'est un anticonvulsivant qu'on utilise depuis très longtemps et dont on connaît l'utilisation, on connaît la durée de vie. Il faut donc utiliser une dose de charge de 20 mg par kilo en intraveineuse sur 20 minutes et, si nécessaire, faire une seconde dose de charge après à peu près 2 heures de la première dose de charge pour laisser le phénobarbital de faire son effet, pour obtenir une barbithémie aux alentours de 35, 40, 45 mg par litre. Les doses toxiques du phénobarbital sont aux alentours de 50-60 mg par litre. Donc vous êtes toujours dans des barbithémies qui sont efficaces et qui ne sont pas toxiques. Quand arrêter ces anticonvulsivants chez un enfant qui a fait un AVC, on peut proposer d'arrêter après 72 heures sans crise, et un enfant qui va bien, qui a un examen clinique qui est normal, qui ne convulse plus. On peut très bien se dire qu'on peut arrêter les crises après 72 heures sans crise épileptique. Si l'enfant a des anomalies modérées à l'EEG, ou bien s'il a une petite hypotonie, s'il n'est pas encore bien, on peut se donner le temps d'arrêter les antiépileptiques, la dose d'entretien à la sortie de l'hospitalisation. Et par contre, si à l'IRM, vous allez trouver un infarcissement étendu, profond de l'AVC, là, c'est au cas par cas. Là, vous discuterez avec le neuropédiatre, parce que quand ils vont faire une épilepsie ou convulser, c'est les neuropédiatres qui vont les revoir. Vous rediscutez avec eux de l'opportunité de poursuivre le traitement, par quel médicament et quand à ce moment-là l'arrêter. Bien sûr, il n'y a pas d'indication pour faire l'hypothermie en cas d'AVC. On a eu certains enfants qui s'étaient présentés comme des tableaux d'encéphalopathie hypoxo-ischémique, qui ont été mis sous hypothermie, à qui ensuite on a fait l'IRM de contrôle et on était tombé sur des AVC. Donc on peut très bien avoir une encéphalopathie hypoxo-ischémique et on peut avoir un AVC en même temps. Il n'est pas recommandé de mettre ces AVC sous hypothermie, notamment s'il y a des problèmes de coagulation, parce qu'on sait que l'hypothermie aggrave les problèmes de la coagulation. Il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas de médicaments de neuroprotection pour les AVC. Alors, quelle imagerie il faut faire? Moi, je pense que devant tout enfant, tout nouveau-né qui convulse, nous recommandons que le premier examen soit l'IRM. Je sais que vous n'avez pas les IRM partout, mais vous savez bien que le scanner n'est plus indiqué chez le nouveau-né à cause de son irradiation et de sa sensibilité et spécificité, que l'ETF chez un nouveau-né à terme n'a pas d'indication. On peut sur l'ETF suivre l'évolution, parce que l'AVC sur un ETF ne va pas apparaître tout de suite, il va apparaître beaucoup plus tardivement. On peut avoir une ETF tout à fait normale, faire une IRM et tomber sur un AVC. Et cette IRM, vous allez dire à vos radiologues de faire une IRM de diffusion, parce que chez l'adulte, une IRM de diffusion permet de diagnostiquer un AVC 6 heures après, 8 heures après l'accident. C'est très rapide, avant que vous ayez les imageries en IRM conventionnelle. Donc, il faut vraiment que vous ayez... Et faire une IRM tout de suite, pourquoi? Parce que ça va vous éviter de vous errer dans le problème métabolique, en sachant qu'on peut avoir, mais c'est rare,
dans les problèmes génétiques, dans d'autres problèmes. Donc, vous allez faire des ponctions lombaires, des problèmes métaboliques, des prélèvements, et ainsi de suite. Tandis que vous faites l'IRM, vous tombez sur un AVC. Dans la majorité des cas, c'est l'AVC qui est responsable de convulsions. Donc, moi, je vous conseille, c'est ce qu'on fait maintenant. On a mis beaucoup de temps pour convaincre les radiologues, parce qu'ils nous disaient, il n'y a pas de place. On dit, vous libérez des places. Nous sommes désolés. On n'en a pas tellement d'AVC, mais je pense que ça fait partie des indications. Ces enfants qui convulsent, un nouveau-né qui convulse, dès que vous pouvez avoir l'IRM, faites-la. Et si vous faites une IRM de diffusion, vous pouvez avoir votre diagnostic dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent. Effectivement, si on attend beaucoup plus tard, ici vous voyez juste dans ce schéma, vous avez ici la fenêtre de tir de ces IRM de diffusion. Vous voyez, c'est à peu près dans les premiers jours jusqu'à 4 à 5 jours après l'accident. Après, si vous faites votre IRM de diffusion à 7-8e jour, l'IRM conventionnel est encore très précoce pour vous montrer l'image, et l'IRM de diffusion ne vous sera pas de grande utilité. Donc le message, un nouveau-né qui convulse, une IRM précoce, une IRM de diffusion, ça vous permettra effectivement de faire le diagnostic d'AVC. Alors l'IRM a beaucoup plus, apporte des éléments pronostiques, puisque ça va sur l'IRM fonctionnel, sur la motricité notamment, ça va vous permettre de juger de l'extension de la lésion, ça va vous permettre de juger de l'atteinte du faisceau cortico-spinal, à l'IRM c'est très bien visible au niveau de la capsule, du bras postérieur de la capsule interne, et on peut avoir on peut avoir des indicateurs indirects qui sont les dégénérescences valériennes. Et lorsque vous avez une dégénérescence valérienne, on va voir une image, ça indique vraiment une atteinte neuronale, une atteinte du faisceau cortico-spinal, avec une très grande probabilité d'avoir des paralysies cérébrales par la suite. Et aussi ça peut donc permettre d'évaluer le taux de développer une épilepsie. Ce risque est d'autant plus grand que votre infarcissement est plus large. Ici, vous avez donc une ETF qui est normale. Ensuite, vous avez une ETF qui montre cette hyperéchogénicité. Ici, vous avez donc l'IRM de diffusion, beaucoup plus visible, bien sûr, qu'à la première ETF. Là encore, vous avez une ETF qui ne montre pas grand-chose et une IRM qui montre diffusion, qui montre un AVC chez le même enfant. Donc là, je parlais des éléments pronostiques. Bien sûr, l'AVC étendu. Ici, vous avez un AVC superficiel qui ne touche pas la capsule interne. On voit bien la capsule interne. Ici, vous avez un AVC avec une dégénérescence valérienne. Ici, vous avez cet hypersignal au niveau donc, de la protubérance qui signe une atteinte neuronale, une atteinte neuronale corticale, avec une grande probabilité d'avoir une épilepsie. Donc ici, sur une étude qui a été faite, effectivement, plus la taille de l'infarctus est élargie, plus le risque de faire une hémiparésie aussi est grand. C'est-à-dire si votre infarcissement touche les noyaux de la base, il touche le bras postérieur de la capsule interne, vous avez de grands risques, 7 sur 8, d'avoir une hémiparésie par les suites. Donc c'est important, le message important, c'est l'EEG, une vidéo EEG pour ne pas passer à côté de mouvements anormaux ou de manifestations électrographiques isolées, une IRM précoce pour mettre en évidence votre diagnostic et ne pas faire des explorations inutiles, douloureuses pour l'enfant et qui coûtent cher. Et ensuite, ça va vous donner une valeur pronostique, notamment l'IRM, pour l'épilepsie ou pour le devenir moteur. Donc le message, un enfant qui convulse, une IRM précoce, de préférence une IRM de diffusion, si vous tombez un peu dans le champ de tir que je vous ai montré sur l'image, c'est-à-dire dans les 3 premiers jours de vie. Alors, on peut s'aider aussi de l'angio-IRM. Vous savez que maintenant, avec l'angio-IRM, on peut savoir, on peut trouver une thrombose, par exemple, comme ici, au niveau donc, de la cérébrale moyenne. Donc, on peut s'aider de l'angio-IRM avec vos radiologues sur la même imagerie. Ils peuvent voir, comme chez l'adulte, donc on peut détecter une thrombose. Donc vous avez comme ça peut-être l'étiologie de votre infarctus. Alors quels sont les facteurs de risque de l'AVC? Malheureusement, les facteurs de risque sont multiples. Il y a des facteurs maternels, on a beaucoup parlé de la thrombophilie maternelle, il y a des facteurs néonataux tels que l'asphyxie périnatale ou les cardiopathies congénitales. On sait que certaines cardiopathies congénitales, avec ou sans Rashkin, s'accompagnent d'un grand risque d'infarctus, d'AVC, et il y a d'autres facteurs tels que le sexe dont on a parlé, l'ethnicité, la déshydratation qui est beaucoup plus fréquente en cas de thrombose du sinus veineux que dans les AVC. Alors, est-ce qu'on peut définir
un groupe spécifique, 4 groupes de toute cette littérature. Nous avons ressorti 4 facteurs de risque importants. Le sexe masculin, la césarienne, probablement parce que l'enfant avait un problème, un mauvais bien-être fœtal, c'est pour ça qu'on a fait la césarienne. L'asphyxie périnatale, on va voir un peu la relation entre asphyxie périnatale et AVC, et l'infection fœtale ou néonatale, mais pour ce dernier, c'est un niveau de preuve C. Alors, il y a des circonstances maintenant qui sont significativement associées à la survenue d'un AVC, c'est essentiellement les cardiopathies congénitales, et c'est un accord professionnel. Donc, effectivement, quand on prend les cardiopathies congénitales, il y en a 2 qui sont surtout impliquées, c'est la transposition des gros vaisseaux et c'est le ventricule, le ventricule unique. Là, dans ces cas-là, on a beaucoup plus de stroke. Alors, le gros problème qui se pose lorsqu'on fait des Rashkin chez ces enfants, est-ce que c'est le Rashkin qui a envoyé des emboles? Vous connaissez la Rashkin, c'est l'atrioseptostomie, c'est-à-dire on fait passer une sonde au niveau, notamment dans la transposition des gros vaisseaux pour améliorer le mixage entre le sang. On fait passer une sonde dans l'oreillette gauche et on tire pour augmenter le foramen ovale, l'orifice du foramen ovale. Donc, beaucoup de publications ont dit, lorsqu'on fait cette manœuvre, on risque d'envoyer des emboles dans la circulation. Probablement, ce n'est pas le cas. Donc, avant d'incriminer votre cardio-interventionniste dans ça, parce que dans beaucoup de cas, c'est dans le cas de transport des gros vaisseaux au ventricule unique, ces AVC existent avant la manœuvre de Rashkin, sont une comorbidité de ces cardiopathies. Alors, faut-il pour cela faire une échocardiographie? Elle n'est pas systématique. Si vous avez des doutes, par exemple dans le cadre bien sûr d'une cardiopathie, mais l'échographie est déjà faite, dans le cadre d'un souffle clinique, par exemple, associé à un AVC, il faut faire une échocardiographie, mais ce n'est pas systématique. On peut être orienté lorsqu'on a des thromboses multiples à l'IRM cérébral. Là, il faut rechercher s'il n'y a pas des anomalies au niveau cardiaque. Par contre, l'échocardiographie, elle peut rechercher dans ce cas-là des thrombus cardiaques ou bien des anomalies structurales à l'origine du thrombus, par exemple une large CIA qui ne se manifeste pas encore à la période néonatale. Donc, lorsqu'on a le message, on a une orientation clinique, mais dans ce cas-là, on a un diagnostic, donc l'échographie est faite. On a des suspicions sur un souffle, sur des emboles multiples au niveau cérébral. L'échocardiographie est faite dans ce cas-là, mais pas systématiquement si vous n'avez rien à l'examen clinique et rien ne vous fait suspecter une cardiopathie. Alors, le problème, est-ce que oui ou non, est-ce que c'est le grand problème, est-ce que les AVC et l'encéphalopathie hypoxo-ischémique partagent des facteurs de risque? Alors ça, un problème actuellement débattu. Et il y a des études qui ont montré des facteurs de risque dans un groupe qui a eu un AVC par rapport à un groupe contrôle qui n'a pas d'AVC. Et donc, ils ont trouvé que, par exemple, dans les AVC, il y avait un facteur de risque de prééclampsie qui est beaucoup plus élevé, qu'il y avait des altérations du rythme cardiaque qui étaient significativement plus élevées, un liquide méconial, une césarienne en urgence parce que l'enfant n'allait pas bien, ou bien l'utilisation de forceps en urgence, sont beaucoup plus fréquents, ou bien un pH artériel au cordon plus bas, un score d'Apgar ou un problème de réanimation en salle de naissance plus important dans le groupe qui a eu un AVC par rapport à un groupe contrôle. Alors effectivement, le problème qui se pose, est-ce que l'AVC et l'encéphalopathie hypoxo-ischémique partagent les mêmes facteurs? Alors, dans cette analyse récente qui a fait cette étude, il y a plusieurs facteurs qui ressortent, qui sont en faveur plutôt d'un accident vasculaire cérébral ischémique par rapport au groupe contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont souvent retrouvés. Le sexe mâle, on l'a déjà dit. Ce qui est par contre intéressant et peut-être qui nous fait différencier les facteurs de risque entre AVC et encéphalopathie hypoxo-ischémique, c'est des histoires familiales de convulsions en cas d'AVC, des histoires familiales de maladies neurologiques et bien sûr des histoires des événements sentinelles. Alors nous avons comparé effectivement notre groupe AVC, cette fois-ci non pas un groupe contrôle, mais un groupe qui avait une encéphalopathie ischémique pour savoir effectivement si on retrouvait des facteurs significatifs. Alors effectivement, on retrouvait qu'il y avait plus d'anomalies du rythme cardiaque fœtal chez les enfants qui ont une asphyxie
l'asphyxie que par rapport aux AVC, que le score d'Apgar était significativement plus bas dans les asphyxies que dans les AVC, que le pH artériel était plus bas, mais ce qu'on a retrouvé de façon significative, c'est les antécédents familiaux au premier degré de convulsion qui étaient beaucoup plus fréquents en cas d'AVC qu'en cas d'encéphalopathie hypoxo-ischémique. Et là, on analyse multivariée en corrigeant pour l'ensemble de ces facteurs. Chez l'AVC, donc c'est les antécédents familiaux et le terme de naissance qui est plus grand chez les AVC par rapport aux encéphalopathies hypoxo-ischémiques, des altérations du rythme fœtal et un score d'Apgar plus bas à la naissance dans le cas d'encéphalopathie hypoxo-ischémique. Donc on voit que l'AVC reste une pathologie bien à part, bien individualisée, mais elle partagerait des éléments communs avec l'asphyxie et probablement le facteur génétique interviendrait. Tel enfant va évoluer vers l'encéphalopathie hypoxo-ischémique, tel autre va évoluer vers l'AVC, puisque le facteur génétique, ses antécédents de convulsions familiales permettent d'évoquer probablement un facteur génétique qui fait qu'un enfant qui a eu une asphyxie en période fœtale fera plus une encéphalopathie hypoxo-ischémique ou qu'un AVC. Bien sûr, ça reste à prouver, à déterminer. Alors le gros problème, est-ce qu'il faut explorer la coagulation chez ces enfants? Parce que les pédiatres, les neuropédiatres font, lorsqu'un enfant fait un AVC qui est différent de l'AVC néonatal, parce que l'AVC chez l'enfant, il peut récidiver, tandis que chez le nouveau-né, il ne récidive jamais. Est-ce que faut-il faire un bilan de la coagulation chez le nouveau-né qui a fait un AVC lorsque la mère n'a aucune manifestation clinique et les parents n'ont aucune thrombophilie? La réponse est non. La réponse est non. On ne fait plus d'exploration de la coagulation chez cet enfant qui a un AVC lorsqu'il n'y a pas d'antécédent de thrombophilie ou de thrombose à répétition chez les parents. On va passer là-dessus. Voilà. Donc, la seule façon, donc, aussi, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'assez souvent, on ne trouve rien du tout, et que la récurrence des AVC, dans tous les cas, est faible, et dans tous les cas, il y a des facteurs les seuls facteurs de risque de récurrence, c'est lorsqu'il y a un état d'hypercoagulabilité et une comorbidité associée, notamment les cardiopathies congénitales. Donc, le consensus, ce n'est pas de recherche systématique des facteurs thrombophiliques. Il faut par contre... donc, on les recherche lorsqu'il y a des thromboses multiples, lorsque l'enfant a des thromboses artérielles, cérébrales, mais aussi des thromboses dans d'autres territoires, par exemple des thromboses rénales ou veineuses. Là, dans ce cas-là, il faut les rechercher. Lorsqu'on a des histoires familiales de thrombophilie, par exemple, lorsqu'on a des histoires cliniques de thrombophilie, on peut donc rechercher certains facteurs de la coagulation chez le nouveau-né, et notamment voir lesquels. Donc, le syndrome, vous savez, l'anticorps APL, ce qu'on appelle le syndrome antiphospholipidique, c'est la cause la plus fréquente de la thrombophilie acquise. Elle associe des thromboses et des morbidités avec des pertes fœtales pendant la grossesse, donc dû à la persistance des anticorps antiphospholipides qui sont dirigés contre les protéines de la coagulation. Je vous rappelle, il y en a trois: les anticardiolipines, les antiglycoprotéines et les anticorps circulants. Alors, effectivement, si chez la mère, nous avons ces antécédents de syndrome antiphospholipique, mais ça, les obstétriciens le savent, ils vont vous le dire, dans ce cas-là, on peut faire ces recherches des anticorps chez le nouveau-né, et dans ce cas-là, il faut les faire très rapidement parce que ces anticorps sont assez labiles. Donc, la seule chose à faire, si on a ces antécédents de syndrome antiphospholipidique chez la mère, mais ça, les obstétriciens vous le disent, chez le nouveau-né, on recherche ces facteurs de coagulation. Mais dans les autres cas, on n'en fait rien et on laisse l'enfant tranquille. Alors, voilà juste un organigramme que je vous ai proposé. Lorsqu'il y a une cardiopathie ou des infarctus cérébraux multiples, si c'est oui, on fait une échocardiographie. Si c'est non, on ne fait pas d'autres examens. S'il y a des thromboses systémiques à part, en dehors du cerveau, si c'est oui, on fait un bilan thrombophilique. Et donc, dans ce cas-là, on fait l'évaluation hématologique, pas tout de suite, mais à distance, à l'âge de 3 à 6 mois. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas d'histoire familiale, on ne fait rien. S'il y a une histoire familiale, on fait effectivement, notamment de syndrome donc des antiphospholipides, on fait cette évaluation hématologique, mais pas avant 3 à 6 mois. Donc, quels sont les devenirs à court et moyen terme des enfants après un AVC? Une paralysie cérébrale ça donne une paralysie cérébrale unilatérale dans 30% des cas.
Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait une asymétrie à la sortie du service de néonatologie. Ceci est dû au fait que dans nos faisceaux corticospinaux, vous savez très bien qu'il y a une décussation des faisceaux corticospinaux, mais il y a des faisceaux homolatéraux qui persistent pendant cette période-là. Donc, avant que la paralysie n'apparaisse qu'après la disparition de ces faisceaux homolatéraux. Donc, vous allez le dépister, bien sûr, au moment de l'appréhension, vous allez diagnostiquer l'appréhension. Il faut, bien sûr, faire des évaluations précoces. Et contrairement à l'adulte, qui fait, lui, des troubles de langage, les enfants ayant un AVC gauche ne présentent pas de troubles de langage importants à type d'aphasie, tel que c'est rencontré chez l'adulte. L'épilepsie séquelaire est constatée quand même dans 15 à 50% des cas, d'où l'importance de dialoguer avec vos neuropédiatres, qui eux vont les revoir quelques années plus tard avec une épilepsie secondaire. Et la présence d'une épilepsie séquelaire est bien sûr un valeur prédictive d'un mauvais devenir cognitif. L'atteinte des noyaux gris centraux est aussi prédictive à l'IRM d'une épilepsie secondaire et bien sûr d'un mauvais devenir neurodéveloppemental. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'absence de troubles moteurs après l'âge de 4 ans permet de conclure de façon définitive à l'absence de paralysie cérébrale, mais on sait maintenant que ces enfants peuvent présenter des troubles de l'apprentissage. Les évaluations au niveau cognitif et comportemental doivent être complètes et prolongées jusqu'à l'adolescence. À l'âge de 4 ans, il n'y a pas de troubles moteurs, on est rassuré, mais ne lâchez pas ces enfants parce qu'ils peuvent avoir encore des troubles des apprentissages dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent se manifester et persister longtemps. Donc, quelle est la prise en charge? La prise en charge ne doit pas être systématique, c'est-à-dire lorsque vous avez un enfant qui a un AVC à la sortie du service, on n'a pas besoin de faire de la kiné préventive. Il ne faut pas faire la kiné préventive, c'est lorsqu'il va commencer à avoir ses premières manifestations que vous allez savoir que dire au kiné. Parce que dire au kiné, il a un accident, un AVC, et voilà, on fait de la kiné préventive, le kiné ne va pas savoir sur quoi il va travailler, quel est le projet qu'il va faire. Donc, cette kiné ne peut être mise en place que lorsque vous avez les premiers signes. Là, vous pouvez très bien décrire la symptomatologie et dire au kiné qu'est-ce qu'il faut faire. Et cette kiné, par contre, on sait maintenant, comme chez l'adulte d'ailleurs, on sait très bien qu'une prise en charge précoce va favoriser la plasticité cérébrale et peut améliorer le déficit moteur. Alors, je ne rentre pas dans les systèmes, dans les méthodes de kinésithérapie avec ou sans contention, répétée ou pas répétée. Moi, je pense que ça, c'est plutôt des choses à discuter avec votre kinésithérapie. Donc, après, quand on a parlé des réseaux de suivi, ces enfants doivent rentrer dans le cadre des réseaux de suivi de nouveau-nés vulnérables. Il faut faire les évaluations aux âges anniversaires de l'enfant, comme on a vu tout à l'heure ce matin avec les réseaux de suivi, et la fréquence de ce suivi est d'autant plus importante qu'il existe des facteurs de mauvais pronostic à l'imagerie, à l'électrophysiologie, ou si l'enfant présente des thromboses multiples.